Visite aérienne du Guadiana, de l'embouchure à Mertela. Frontière naturelle durant 45 km entre l'Espagne et le Portugal, le Guadiana reste navigable pour de petites embarcations encore 25 km pour atteindre Mertela. Seul fleuve navigable en Algarve, il a été depuis la civilisation romaine un haut lieu d'échanges commerciaux avec la Méditerranée en offrant des débouchés aux plaines céréalières de la Lantège et aux minerais de cuivre. Le Rio Guadiana a été aussi un haut lieu de la contrebande, souvent unique moyen de subsistance pour les populations frontalières. En arrivant par la mer, on aperçoit côté espagnol l'île Canela. On longe ensuite une digue de 2 km, très appréciée des pêcheurs, avant d'arriver à Villarreal de Sant Antonio. Créée de toutes pièces sur des anciens marécages par le marquis Marquès de Pombal entre 1774 et 1776, la ville a été conçue géométriquement sur le modèle du quartier de la Baixa à Lisbonne. Pour l'édifier rapidement, ils ont importé les structures en préfabriqué pour les assembler sur place. La ville a été prospère durant le 19e et le début du 20e siècle grâce à l'activité de la pêche et à la présence de nombreuses conserveries de thon et de sardines. Elle a surtout bénéficié du commerce lié aux minerais extraits des mines de San Domingos et chargés dans les ports de Pomerán et Mertela. Il était ensuite transbordé sur de gros bateaux en direction de l'Angleterre, de l'Allemagne et des pays scandinaves. Villarreal de Sant Antonio a été la première ville en Algarve à bénéficier d'un éclairage au gaz en 1886. Le Guadiana alimente ensuite de multiples bras d'eau enserrant les marais salants qui bordent le château et la ville de Castromarim. Première ville portugaise avant la création de Villarreal de Sant Antonio en venant de la mer, la vieille ville est adossée à un imposant fortin qui témoigne du côté stratégique de cette position qui a gardé l'entrée du fleuve tout au long de l'histoire. Pendant de nombreuses années, le bac de Villarreal de San Antonio était le seul moyen pour traverser la frontière en Algarve. Le pont international a été construit en 1991 en même temps que la portion d'autoroute le reliant à Faro. Il fait partie des plus grands ponts construits au Portugal, mesurant 666 mètres de long et avec une hauteur de 20 mètres maximale. Cela permet le passage de tous les voiliers. En continuant à remonter, le fleuve se perd dans les méandres, alternant des berges de terre arable, des zones humides et une végétation caractéristique du Barrocal. La rivière Dodlate était en partie navigable jusqu'à la construction du barrage en 1998. Ce barrage a tari le débit de cette rivière qui était navigable jusqu'au moulin d'Odlate, un des derniers moulins à marée. Tous les barrages construits sur le parcours du Guadiana ont favorisé la remontée de l'eau salée, avec comme résultat l'eau des puits qui est devenue saumâtre et l'eau du fleuve bien sûr plus salée. Foz de Odlete est le premier village de la route des contrebandiers. Il se situe à l'emplacement où la rivière Dodlate, alimentée par la rivière Fupana, se jette dans le Rio. En quittant Foz de Odlete, on sort du conseil de Castromarim pour rejoindre celui d'Al-Koutim, avec comme premier village Alamo. Autrefois, important par sa population qui travaillait comme marinier pour le transport des minerais, elle a,
Comme tous les autres villages voisins, après la fermeture des mines, vu sa jeunesse partir en ville ou à l'étranger, les anciens s'en allaient et les bâtiments abandonnés tombaient en ruine les uns après les autres. Le village suivant, Guerreiros de Rio, bien que plus petit, est beaucoup plus dynamique grâce à son charmant café en bordure du fleuve et à son ponton qui accueille les annexes des bateaux chaque année plus nombreux à mouiller sur le fleuve. C'est un bon exemple de redynamisation d'un village fluvial grâce au tourisme plaisancier. Cela permet aux anciens de rester plus longtemps et à terme aux jeunes d'envisager de s'installer. Viennent ensuite deux autres villages plus petits, Laranjeiras et Montinhos da Laranjeiras, qui abritent les ruines d'une ancienne villa romaine. En continuant la remontée du fleuve, les maisons se raréfient. On observe dès lors uniquement des anciens postes de douane, guarda fiscale, pour la plupart depuis longtemps abandonnés. En arrivant sur Alcoutim, chef-lieu du conseil du même nom et principale bourgade sur le Guadiana, on est frappé par la blancheur de la ville espagnole qui lui fait face, Sanlúcar du Guadiana. L'accès aux villes espagnoles depuis Sanlúcar est encore plus long et plus compliqué que les liaisons au Portugal à partir de ces villes. Elle est donc habitée presque exclusivement en résidence secondaire. Alcoutim. Beaucoup plus dynamique, elle est dominée par un château. La ville est construite en pente, des quais, jusqu'à une charmante église qui domine la vieille ville. Victime de nombreuses crues et souvent reconstruite, elle offre une architecture variée, mêlant maisons bourgeoises et habitations simples de pêcheurs. On trouve ici tous les services ainsi que de nombreux restaurants. On découvre ici Alcoutim lors de la fête du contrebandier, où un pont piétonnier, flottant et temporaire, relie les deux rives de la frontière pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Le projet d'un pont routier est en bonne voie pour relier les deux rives en 2025. Cela servira à favoriser les échanges transfrontaliers, car le prochain pont sur le Guadiana se trouve à Mertola, 30 km en amont, là où les deux rives sont portugaises. Pomeran est tout aussi impressionnante. Dominée par le barrage d'El Chanza, construit par les Espagnols en 1985, c'est une énorme retenue d'eau au profit de l'Espagne. Construit sur la rivière qui délimite la frontière entre les deux pays, l'amont de la retenue est au Portugal, mais l'aval en Espagne, et comme c'est au sud que l'on a besoin d'eau. Pour l'anecdote, les habitants de Pomeran ont dû patienter 20 ans avant d'être fournis en eau par ce barrage. Pomeran est un ancien village de chargement minier, plus grand que Puerto de la Lara en Espagne. Il est enclavé entre l'Espagne et le Rio et oblige de remonter par la route jusqu'à Mertola. Aucune communication téléphonique mobile ne passe. Vous pourrez toujours trouver une ligne fixe dans les deux bars du village. Un dépaysement assuré. En quittant Pomaran vers le nord, les deux rives du Guadiana sont devenues portugaises et nous rentrons dans le parc naturel du Val du Guadiana. La nature sauvage est omniprésente, beaucoup de gibier et peu de traces humaines, à part quelques rares ruines visibles avant d'arriver à l'Herdade da Bombera, grande propriété viticole de 18 hectares créée en 1999 qui longe le Guadiana sur 2 km. Mertela est aussi la fin du tronçon navigable du Rio Guadiana. Même si le trajet Pomeran-Mertela est périlleux, non balisé et réservé à des embarcations à fond plat. Mertela est accessible seulement à marée haute et demande une bonne connaissance du fleuve. En arrivant à Mertela, on est saisi par la beauté architecturale de cette ville fortifiée, comme avant nous tous les voyageurs remontant le fleuve depuis l'Antiquité. La ville a connu de nouveau la gloire à la fin du XIXe siècle avec la découverte de la mine de San Domingos. Puis vint le déclin dans les années 50 avec la fermeture de la mine en 1965. Cette fermeture a affecté des centaines de familles obligées de partir s'exiler vers Lisbonne ou à l'étranger. La ville,
renaît doucement en conjuguant passé et présent. Mertela est une ville fortifiée historique, au passé romain puis wisigoth. Elle était, en l'an 711, sous colonisation arabe, le port le plus occidental de Méditerranée. Elle est même devenue la capitale éphémère d'un royaume musulman, Tarifa de Mertela, entre le XIe et le XIIe siècle. Après la Reconquista, en 1238, la mosquée, sans être détruite, a été transformée en église. Voici quelques images et plans de ces villes, Castromarim, Al-Koutim et Mertela, au XVe siècle. Une vue aussi de l'embouchure du fleuve au XIXe siècle, avant la construction de la digue, qui a permis de contenir les bancs de sable qui rendaient l'accès au fleuve périlleux. Ces vidéos ont été prises avec un drone à différentes saisons de l'année, entre 2018 et 2023. Beaucoup de renseignements, ainsi que les cartes, viennent d'un rare et précieux ouvrage sur la partie navigable du Guadiana au cours de l'histoire. Il a été écrit par Juan Carlos Garcia de l'Université de Porto en 1996. Il est téléchargeable avec le lien présent dans la description. Je vous remercie pour votre attention et j'espère, à travers ces quelques images, vous avoir fait partager ma passion pour ce fleuve et pour cette région que j'ai découvert il y a plus de 30 ans et où j'aime toujours venir me ressourcer.